Bonjour à tous, il fait beau, il fait même très très chaud et je me suis dit que là ça serait quand même l'occasion de reprendre un petit peu les vlogs. Voilà, je serai certainement un peu moins tranquille que lors de la période de confinement qu'on a tous connu. Il fait même très très chaud, beaucoup de lumière, mais pourquoi ne pas en profiter? Et justement ce que je vous propose c'est de nous installer tranquillement et de parler de quelques sujets maquettes. Alors cette fois-ci, je me disais que ça serait intéressant de parler de la nécessité ou non d'acheter un kit. Souvent on dit Day One, c'est-à-dire au moment de sa sortie, ou s'il faut attendre et patienter pour avoir des opportunités de prix de vente cassés ou quoi que ce soit. Ça peut sembler anecdotique, mais je pense qu'avec ce qui nous attend à l'avenir, c'est quand même relativement intéressant de revenir sur tout ça. Alors tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur mon expérience personnelle. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le premier vlog, pourquoi j'ai autant de maquettes. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est réparti sur plus de 40 ans maintenant. Maintenant, les opportunités que j'ai eues moi avec des objets soldés, des objets en solderie, des objets qui étaient en promo dans des boutiques, etc. C'est quelque chose que l'on aura de moins en moins. Et je me dois d'insister sur un aspect quand même très important, à savoir que le domaine qui est le mien et qui est peut-être le vôtre, c'est quand même la science-fiction, le fantastique, en tout cas des objets qui ne sont pas communs, des maquettes qui ne courent pas les rues. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement aussi, il faut bien l'admettre, on a eu successivement la disparition de nombreux lieux de vente et notamment donc des boutiques de maquettes ou même des lieux de vente où on pouvait trouver ce genre de maquettes et qui ont disparu, pas seulement à cause de la pandémie, bien avant ça. De toute façon, les boutiques tombaient comme des mouches. Voilà, donc ça c'est pas la joie. Ça pouvait être compensé éventuellement par pas mal de gens avec l'achat sur le net. On l'a bien vu maintenant, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que déjà les règles et les prix d'envoi ont changé. Commander à l'autre bout du monde, aux États-Unis ou au Japon, maintenant c'est compliqué, c'est très cher. S'ajoute maintenant systématiquement la douane. S'ajoutent les frais de port qui ont largement explosé et il n'est plus aussi facile qu'avant de commander encore une fois sur le net à l'autre bout du monde. Donc ça c'est des choses à prendre en compte très clairement sur la décision ou non d'acheter dès la sortie d'une maquette un kit de Macros, un kit de Star Wars, un kit de Star Trek, un kit de ce que vous voulez, un kit de Gundam. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que tout simplement, encore une fois, mon expérience personnelle fait que je préfère attendre pour avoir des opportunités. Ces dernières années, ça a prouvé que j'ai bien fait parce que notamment, je vous en ai fait profiter, je crois, à certains d'entre vous. Il y a parfois des offres très alléchantes, notamment sur Amazon, désolé de le dire, mais quand vous tombez sur un kit du Star Destroyer, le reboîtage du kit du Star Destroyer Zvezda ou un 2700 si je me rappelle bien, ou un 27000, mais donc le gros Star Destroyer en plastique, et que vous le trouvez sur Amazon non pas à 110 ou 120 euros mais à 60, voire moins cher que ça, forcément j'allais dire vous devez en profiter. Il n'y a aucune obligation, mais ça serait bête de passer à côté, parce que non seulement vous loupez une bonne affaire, mais en plus de ça, à l'avenir, si des années plus tard vous dites tiens, ce kit existe, j'aimerais bien l'avoir, vous vous rendrez compte que ça n'existe plus et du coup entre guillemets vous serez bien attrapé. Je vais vous donner encore un autre exemple issu de mon expérience personnelle. Je ne désire pas nécessairement avoir toutes les maquettes de Star Wars qui existent, et encore moins tout ce qui a été fait par Revell, mais le fait est que il y a des kits, notamment les kits de Clone Wars et même les Jedi Starfighter, même si je les aime pas, qui sont pas faciles à trouver. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres kits qui ont été faits par Revell et qui ont été des surprises, notamment la grande version du Sith Infiltrator de Darth Maul, qui existait déjà en petit modèle chez Revell,
a été fait aussi en grand modèle. Et ben, figurez-vous que ce kit-là, même s'il est sorti chez Revell il y a pourtant pas si longtemps que ça, et ben maintenant, je ne vais pas dire qu'il est introuvable, mais pas loin. C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas sur le site de Revell, vous ne le trouverez pas ou très difficilement dans les boutiques, les rares qui existent encore. Et donc du coup, c'est à se demander s'il n'aurait pas fallu prendre le kit dès le premier jour, ou quand on le voyait. Maintenant, moi je pense que ça repose, ce genre de décision repose en fait sur quelque chose de très simple, c'est que déjà, même quand j'étais plus jeune et que j'ai profité des soldes, des promos et compagnie, si j'ai su que je faisais une bonne affaire, c'est aussi parce que je m'étais renseigné sur le prix moyen, voire le prix de vente de ces objets qui m'intéressaient avant ces promos, avant ces soldes, dans d'autres boutiques. Donc il faut effectivement se tenir au courant, savoir quel est le bon prix. Et à ce moment-là, effectivement, si vous savez qu'un kit coûtait à mon époque, dans les années 80, 200 à 300 francs et que vous le voyez soldé à 10 francs, passez à côté, ça serait dommage. Donc là, vous prenez. Et j'allais dire, vous ne posez pas de questions, mais en fait, si, vous posez la question, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Est-ce que c'est pas cher? Oui. Donc je prends et je verrai plus tard. Certains diraient, mais alors du coup, tu stockes, tu empiles, voilà. Mais reste que ces objets-là, maintenant, sont totalement introuvables. Et que si je voulais les obtenir maintenant, ça me coûterait nettement plus cher et parfois même je ne les trouverais pas du tout. Voilà, donc ça c'est aussi un autre aspect, à savoir que donc obtenir les objets qu'on veut n'est pas toujours facile dans le domaine de la science-fiction et du fantastique, mais qu'en plus maintenant de plus en plus des kits qui avant étaient faits en centaines de milliers d'exemplaires, peut-être des millions d'exemplaires, je ne sais pas. Que ce soit justement en Star Wars, en Star Trek, peut-être pas en Galactica, mais bon, au Japon en tout cas, en Gundam, en Macross ou quoi que ce soit. Il y avait des kits qui très clairement étaient faits en tellement d'exemplaires qu'on pouvait les trouver pendant des années, même au Japon. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Déjà parce que je vous en ai parlé, les lieux de vente disparaissent. Donc les lieux où c'était éventuellement stocké disparaissent. Il reste des sites en ligne, certes, mais ils n'ont pas forcément ce genre de choses et ils ne vont pas faire non plus, eux, des stocks sur des années. Une société qui fait des stocks sur des années, sur des objets qu'il ne vend pas, c'est des objets qui ne fonctionnent pas et donc c'est de la trésorerie, j'allais dire de perdu. Il faut le savoir, ça. Et même s'il y a des sites, notamment américains, qui se disent ça traîne depuis 6 mois, on va s'en débarrasser en baissant les prix. Vous pouvez faire une bonne affaire sur le moment, mais justement sachez que il faut justement comparer les prix entre les sites par rapport à ce que vous avez chez vous dans les boutiques si vous en avez encore. Et donc du coup, la connaissance du prix de base de ces objets est absolument primordiale pour savoir s'il faut prendre ou non l'objet en question. Maintenant se pose un autre souci, c'est que parfois, à vouloir attendre qu'un objet soit à un meilleur prix, on loupe l'occasion d'avoir tout simplement l'objet tout court. Là j'ai en tête immédiatement le spinner de Blade Runner d'Aoshima. Moi je trouvais ça quand même pas spécialement cher, mais je me disais que je pouvais attendre qu'ils sortent une version améliorée parce que notamment je trouve que dommage que cette maquette ne soit pas livrée avec des figurines pour mettre à l'intérieur du cockpit. Ils ont fini par sortir ça plus tard je crois, mais dans une édition tellement limitée, tellement chère que je pense pas que j'aurais pu m'y intéresser, mais reste que donc ça fait partie des kits où très clairement si j'avais su que ce kit ne serait pas trouvable aussi facilement, même 1 an après, je me serais peut-être décidé à le prendre. Maintenant, j'ai pas une boule de cristal, je suis comme tout le monde, je peux pas lire dans l'avenir, mais on peut tenter de se renseigner un minimum et de voir finalement ce qui se profile pour telle ou telle société, pour telle ou telle boîte. Par exemple, il est clair que les kits de Bandai ou même les kits de Hasegawa, on peut être certain qu'il y aura forcément des rééditions à un moment ou un autre. C'est pas toujours une certitude, je vais vous redonner un autre exemple. Si vous pouvez trouver encore des Valkyries ou même le SDF1 du film chez Hasegawa, et désormais vous avez le Regult et l'armorette Valkyrie du VF1 normal. Tout ce qui est VF0
de la série d'Ohevi Macross Zero, c'est pas toujours évident à trouver. Il y a certains kits de VF1 qui ne sont plus trouvables facilement. Je crois qu'il y avait le VT1D ou un truc comme ça qui n'était pas trouvable facilement. Et surtout, moi par exemple, j'ai loupé l'opportunité d'avoir un beau SDF1 ou un 4000, non pas du film, mais de la série télévisée. Que ce soit en forteresse ou en robot, ça aurait été largement plus gros et largement plus beau que les kits que j'ai d'Harry et Imai que je vous ai déjà présenté, le lien ici. Mais donc ça, je pouvais pas le savoir. Et surtout apparemment, ils ont pas l'air décidé à le rééditer. Je devine que c'est pour des questions de droit, notamment par rapport à Harmony Gold. Maintenant, je n'en ai aucune certitude. Reste que donc voilà, c'est un exemple concret de kit où très clairement il aurait fallu que je les prenne dès leur sortie, d'autant qu'avec ces kits là, et je pense notamment au Regult actuellement ou l'Armored Valkyrie d'Asegawa, c'est pas si cher que ça sur notamment HLJ quand on commande directement au Japon. C'est moins de 30 €. Franchement, il n'y a pas mort d'homme de le commander et puis d'être sûr de l'avoir pour éviter d'avoir une pénurie de kits, une pénurie de plastique, ou plutôt l'impossibilité, je pense que ça se profile pour l'avenir malheureusement, l'impossibilité de faire venir quoi que ce soit de l'autre bout du monde, ou alors avec des tarifs d'envoi de fou qui font que votre kit, c'est pas 30 € qui va vous coûter, mais 100 voire 150 €. J'exagère exprès, mais le fait est que maintenant il n'est pas rare d'entendre parler d'amis qui se sont fait envoyer un kit, et entre la douane et les frais d'envoi, ça leur a coûté 2 fois plus cher que le kit base acheté notamment au Japon. Parlons un petit peu des États-Unis, puisque c'est à l'autre bout du monde, mais de l'autre côté. Là aussi, il y a d'autres cas de figure. Moi, je pense à notamment des kits de chez Mobius ou de Pegasus, qui étaient finalement assez difficiles à obtenir alors qu'ils venaient de sortir. Par exemple, si je veux obtenir les kits, j'allais dire vintage, mais non, en fait, de la série Galactica originale de 78 de Mobius, je vais avoir énormément de mal à les trouver, alors qu'on trouve beaucoup plus facilement le Viper Mark II, le Viper Mark 7 et encore le Galactica de la nouvelle série de 2005. Tous ces kits-là, on les trouve entre guillemets plus facilement, mais pour une raison très simple, c'est que visiblement, ils ont fait beaucoup plus d'exemplaires pour les kits du milieu des années 2000 que pour les kits donc de la série originale qui sont sortis il y a quelques années seulement, dans les années 2010. Et là on voit bien que se profile très clairement un problème avec le public à atteindre et le public visé par Mobius. C'est que très clairement il visait essentiellement le continent nord-américain, voire peut-être sud, mais certainement pas le reste du monde. Donc du coup, plutôt que de stocker pendant des années des kits qu'ils n'allaient pas vendre, notamment à Revell, qui s'était arrêté je crois sur le Cylon, donc en boîtage Revell qui venait des kits Mobius, le fait est que donc du coup logiquement ils ont fait moins d'exemplaires et surtout ils les ont pas réédités. En plus de ça, si je me rappelle bien, Mobius a arrêté de faire des kits, donc du coup la cote a forcément monté, et trouver des kits comme ça pour pas cher, c'est un peu compliqué. Si on parle de Polar Lights, ça c'est encore un autre sujet, parce que justement notamment autour de la licence Star Trek, Polar Lights n'avait pas toujours, Round 2 en tout cas, n'avait pas toute liberté d'obtenir des licences pour des vaisseaux de Star Trek, et je pense notamment à l'USS Franklin qui était justement chez Mobius, si je me rappelle bien. Je vous l'ai présenté, là aussi le lien ici. Le fait est que même ce kit là de l'USS Franklin, maintenant on le trouve très difficilement, et les kits de Polar Lights au 1 millième de Star Trek Discovery, ça se trouvait facilement au moment de leur sortie. Et maintenant, c'est un peu compliqué. Et même l'Enterprise, donc l'Enterprise du Captain Pike, version Discovery, la version, j'avais dit au 1 millième, je me suis trompé. En fait, c'était les kits au 1/2500. Les kits au 1/2500 sont devenus difficiles à trouver, mais alors le kit de l'Enterprise de Star Trek Discovery au 1 millième, c'est même plus la peine d'y penser, ce qui prouve que là aussi les quantités fabriquées pour ces kits sont limitées, sont plus faibles, largement plus faibles que disons au début des années 2000,
et qu'il vaut mieux quand même prêter attention à la sortie de ces kits, voire au prix auquel ils sont proposés, pour se dire est-ce que ça m'intéresse vraiment, est-ce que je le veux vraiment, et si je le veux vraiment, il faut que je le prenne maintenant. Il y a de plus en plus de kits comme ça qui sortent en nouveauté, et justement en Day One. Moi je faisais jamais de Day One, mais maintenant j'y réfléchis fortement, parce que justement aux États-Unis, et notamment pour tout ce qui est kit de Star Trek et bientôt de Star Wars chez Polar Light, il y a vraiment intérêt à se poser la question, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que le prix est intéressant, et de se dire que de toute façon, si on ne le prend pas maintenant, le prix intéressant, on n'est pas prêt de le voir. Donc c'est le cas notamment pour d'autres exemples précis. Je vous ai présenté le Discovery de 2001, l'Odyssée de l'espace, et ce kit là maintenant est totalement introuvable. D'autres kits justement que je vous ai présentés à ce niveau là, parfois des rééditions, maintenant ne se trouvent plus, que ce soit la soucoupe des envahisseurs ou quoi. Donc vraiment c'est le genre de choses à surveiller avec attention. Mais dernier petit conseil, en fait, si vous voulez bien suivre ce conseil là, c'est que il faut bien comprendre aussi que parfois une première édition n'est pas forcément celle qu'il faut avoir, et on devine qu'il peut y avoir une suite et un autre kit qui sortira, peut-être, on peut l'espérer. Là je pense immédiatement à la navette Galileo de Star Trek qui est sortie justement chez Polar Light. Le fait est qu'on voit bien que la maquette était prévue pour être vendue avec un détaillage de l'intérieur, et là il se décide enfin à sortir ce kit, mais le kit originel sans le détaillage intérieur est sorti quand même il y a, je crois, 2 ans, et donc la version, j'allais dire complète, sort maintenant. Peut-être même faut-il avoir les 2 kits, je ne sais pas, mais le fait est que là il faut faire attention à ce genre de choses, et malheureusement maintenant de plus en plus il va falloir se précipiter sur ces objets et ces kits qui sortent, j'allais dire, dans le commerce, mais malheureusement pour nous ça va être de plus en plus sur des sites spécialisés. Donc il faut vraiment se renseigner à fond là-dessus et savoir de quoi il s'agit. J'en profite d'ailleurs pour défendre un petit peu ma paroisse. Souvent on me dit mais pourquoi tu montes des maquettes et pourquoi tu montes pas le résultat fini, monté, etc. D'une part, vous aurez compris que ça se fait pas en une nuit, ou rarement. D'autre part que j'aime à faire les maquettes quand je veux. Et surtout, si je vous montre pas ce qu'il y a dans les boîtes, vous ne saurez pas justement si c'est une bonne affaire ou si c'est une maquette intéressante. Donc du coup vous savez ce qu'il y a dans la boîte, vous savez quelles pièces il y a, si c'est détaillé, si ça a des qualités, si ça a des défauts, et donc mine de rien, l'unboxing c'est important, et ça permet justement de se renseigner sur la qualité d'un kit en plus de son prix. Enfin, il faut bien le comprendre, même si je vous ai parlé tout à l'heure de Viper amélioré de Mobius par rapport au kit de Monogramme de 78, ou même les kits de Star Trek, où des kits récents et modernes sont forcément supérieurs à ce qui a été fait dans les années 60, et là je pense immédiatement à la passerelle de l'Enterprise qui a été améliorée avec des panneaux qui étaient manquants et des personnages qui étaient manquants. Ça c'est, j'allais dire, des cas d'école, et c'est des cas particuliers, mais le fait est que dans le domaine de la science-fiction et du fantastique, il est assez rare qu'un kit justement soit amélioré ou ressorte mieux 10, 20, 30 ou 40 ans plus tard. Encore une fois, je vais être extrêmement pessimiste sur ma vision de l'avenir. Je pense que dans 15 ou 20 ans, on en discutera, mais ça sera peut-être même que des fichiers 3D à imprimer, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? On ne va pas discuter de ça ici, mais le fait est que dans notre domaine, si on a des opportunités et des bonnes affaires à faire, il faut les faire immédiatement et prendre les choses en main tant que c'est possible, parce que là où des kits, j'allais dire classiques, d'avions, de bateaux, de tanks,
de voitures, de motos, etc. Autant on peut se dire qu'un kit des années 70 et un kit des années 2020, bah forcément le kit des années 2020 sera meilleur, sera plus détaillé, aura plus d'options pour la planche de décalco, aura un cockpit, aura une figurine de pilote, etc. C'est pas toujours le cas, mais le fait est qu'il y a de fortes chances que le kit qu'on a raté dans les années 70, 80 ou 90, eh ben, on le trouvera dans les années 2020. Un F14, un F15, un F16, un F18, vous les trouverez, quelle que soit l'échelle. Bon, c'est pas toujours le cas, mais que ce soit du 1.144, du 1.72, du 1.48, voire du 1.32, vous trouverez ces kits-là à l'avenir. Même s'il y a peu de boutiques disponibles désormais en France où vous pourrez les trouver, ça sera faisable. Alors que, je vous en parlais tout à l'heure, mais un VF1, une Valkyrie de Macross ou un 72 Hasegawa à trouver dans ce genre de boutique, dans 10 ou 20 ans, je pense que ça sera plus difficile à obtenir, là où les kits assez étonnamment des années 80 se trouvaient encore assez facilement, parce que, encore une fois, les quantités ne sont pas les mêmes. Et c'est là qu'on voit que ce marché particulier de la maquette est en pleine évolution, c'est que non seulement les personnes qui s'y intéressent ne sont plus aussi nombreuses que ça, à part peut-être au Japon, et encore je ne suis pas sûr, notamment je pense bien évidemment à Gundam, mais il faut bien comprendre que des kits de science-fiction et de fantastique, c'est rarement complété, c'est rarement amélioré, et surtout il vaut mieux profiter des bonnes affaires quand elles se présentent immédiatement, plutôt que d'attendre 10 ou 20 ans d'obtenir ce kit-là. Je terminerai sur un dernier exemple, c'est que il y a notamment des kits que j'ai ratés aux USA, forcément par manque de moyens, ou tout simplement parce que l'intérêt n'était pas évident pour moi sur le moment, mais par exemple je regretterais toujours de ne pas avoir pu prendre le dragon du lac de feu. Je crois que c'était chez Pegasus. Toujours chez eux, je crois qu'il y avait aussi le monstre de Relic. Même si Relic, je l'ai en souvenir dans une autre boîte, donc ça je vous montrerai ça un de ces quatre. Mais le fait est que l'idée c'est d'éviter d'avoir des regrets, encore une fois par rapport à de bonnes affaires et à de bons prix, et qu'il vaut mieux avoir l'objet et au pire, plus tard, justement en profitant du fait que ça soit devenu rare ou très cher, peut-être le revendre. Moi je fais pas trop ce genre de choses là, mais le fait est que dans notre domaine en particulier, et contrairement à ceux qui font du bateau, du tank, de la voiture, etc., c'est quand même des objets qu'il vaut mieux obtenir le plus rapidement possible dans le contexte actuel. Entendons-nous bien là-dessus. Enfin, et je terminerai là-dessus, je suis moi-même un cas particulier, puisque c'est dans mon corps de métier de savoir ce qu'il en est des objets en question, des objets de collection, des produits dérivés, et donc du coup savoir ce qu'il en est, savoir à quoi ça ressemble, est-ce que c'est intéressant ou non, ça fait partie de mon job. Voilà, c'est très différent de personnes qui vont se dire moi j'aimerais bien avoir le vaisseau de Din Djarin du Mandalorian, est-ce que je vais attendre le kit qu'on attend toujours pour l'instant chez Polar Lights, donc aux États-Unis, ou est-ce que je prends le kit de Revell qui est sorti maintenant il y a quelques mois, que je vous ai présenté d'ailleurs sur la chaîne, le lien ici. Voilà, la question est lancée, la comparaison pourrait être faite. Moi je peux faire partie des personnes qui, même s'il a déjà le kit de Revell du Razor Crest, sera intéressé de faire la comparaison avec le kit américain, puisque là le Razor Crest de Revell est du coup allemand, donc d'une autre marque, pourtant je crois que c'est à la même échelle. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes à voir sur l'objet lui-même, et ça c'est par rapport à mon métier de journaliste. Donc voilà, cas particulier. Si vous vous demandez pourquoi je garde tel objet des années 80 par rapport à des objets des années 2000 qui sont supposés être meilleurs, maintenant vous le savez. Donc voilà, encore une fois, un sujet pas forcément évident. Faut-il acheter Day One ou non? Le fait est que dans le contexte actuel et dans ce qui nous attend pour l'avenir, j'aurais tendance à dire
oui. Si vous n'achetez pas un objet mais que vous tombez sur une bonne affaire, précipitez-vous. Je vous parlais d'Amazon tout à l'heure, et justement sur le Razor Crest, à un moment il y avait une bonne affaire à faire justement autour de cette maquette de Revell. Donc voilà, j'espère quand même que ce sujet vous a pas trop fait peur, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire quelle est votre expérience personnelle par rapport à tout cela dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau vlog.